Bien, il est l'heure, donc je, je vais commencer. Je suis Chantal Passat de l'Agence de développement économique, l'agence ADOC. Je suis responsable du département agroalimentaire pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté de participer à cette semaine sur le Japon, qui va se dérouler sur 3 sessions. Quelques recommandations d'usage, même si je crois qu'on est tous très habitués maintenant à travailler dans le cadre de ces webinars. Vous coupez votre caméra et votre micro pendant toute la présentation. Vous n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat Teams. Nous répondrons à ce moment-là en fonction des interventions pendant toute la durée du webinaire, soit si la question était un peu plus particulière, un peu plus spécifique, donc nous le ferions ultérieurement par mail. Voilà. Et puis, donc, je vous spécifie que cette présentation vous sera envoyée ultérieurement ensuite après la semaine Occitanie-Japon. Quelques mots pour vous rappeler qui nous sommes, l'agence ADOC, donc l'agence de développement économique de la région Occitanie. Nous sommes là, une équipe de 180 personnes pour vous accompagner à chaque étape de la vie de l'entreprise. Et vous voyez là sur le schéma, que ce soit en termes de naissance, de création de l'entreprise, d'implantation, d'innovation, de croissance, jusqu'à une éventuelle transmission reprise. En ce qui nous concerne, nous sommes dans la direction opérationnelle internationale conquête des marchés. Et donc, nous sommes là pour vous accompagner. À partir de 3 leviers. Le premier levier, et le webinaire d'aujourd'hui en fait partie des outils de la structuration des projets et de l'aide à la réflexion. Donc, nous avons un certain nombre d'outils qui vous permettent de vous préparer, de mener une réflexion et de monter en compétence pour approcher un marché. Le deuxième levier, ensuite, eh bien, c'est la prospection, puisque la prospection des marchés, c'est notre cœur de métier à travers des salons, des missions, des showrooms. Je vous rappelle que nous avons aussi des maisons à l'international. Et puis, donc, ce dispositif d'accompagnement des entreprises dans la prospection des marchés est consolidé par le levier 3, qui est la promotion des produits, via la marque Sud de France, mais pas que. Hein. L'idée, c'est finalement, une fois qu'on vous a aidé à prospecter les marchés et que vous avez concrétisé avec un acheteur, c'est de pouvoir finalement permettre à faire en sorte que le produit soit sur le linéaire ou soit à la vente et arrive jusqu'au consommateur grâce donc à des dispositifs de marketing opérationnel. Alors, quelques chiffres juste pour information. En 2020, nous avons accompagné 474 entreprises. Ça représente 52 actions qui ont été étalées sur les 3 leviers. Évidemment, vous vous en doutez, le volet structuration, aide à la réflexion et les webinaires sont montés en puissance, je dirais, sur cette année, en attendant que nous puissions enfin tous nous retrouver lors des salons internationaux et des grands rendez-vous internationaux en présentiel. Ça ne devrait pas tarder, on garde l'espoir. Normalement, derrière, il y a la filière Viti. Catherine, je ne sais pas si tu veux reprendre la main ou si je laisse juste les chiffres s'afficher. 434 entreprises, 79 actions. La filière Viti qui est prioritairement mobilisée sur la prospection des marchés et puis la structuration, la promotion et la formation. Donc, vous voyez un peu, c'est pareil, la prospection, évidemment, pour l'année 2020 a été de moindre importance que les 2 autres volets.
Alors, les objectifs de cette semaine Occitanie-Japon, ben, c'est clairement que vous sortiez de ces 3 séances en ayant une parfaite connaissance du marché. Et donc, ça va se dérouler en 3 sessions. La session d'aujourd'hui, sur le potentiel du marché agroalimentaire. Et donc, merci d'ores et déjà à Monsieur Nicole, à Monsieur Tiroir et à Jean-Baptiste pour l'apport de leur expérience. C'est eux qui vont témoigner aujourd'hui. Donc, merci à eux pour leur contribution. Nous poursuivrons le mercredi 14 avril sur le marché bio, donc le bio au Japon. Et le jeudi 15 avril, on s'arrêtera sur ce qui, sur le secteur agroalimentaire en particulier, pose régulièrement des problèmes, à savoir les problématiques douanières, réglementaires et sanitaires. Alors pour aujourd'hui, on va attaquer 14h15, 15h30, le potentiel du marché agro, donc avec Philippe Tiroir. Il se présentera plus en détail, bien évidemment. Et Monsieur Vincent Nicole. Donc, ils vont faire cette présentation à 2 voix. Ensuite, nous aurons Jean-Baptiste Bouloc qui nous présentera un témoignage de son entreprise, puisque nous l'avons accompagné sur une mission. Il vous racontera un petit peu ce que ça a induit pour lui. Et puis, nous terminerons, c'est Sotis Sam pour la partie agro et Catherine Machabert pour la partie viti, qui présenteront donc à 2 voix le programme d'action de ADOC 2021 sur ce marché japonais. Voilà, je pense que j'en ai terminé et je vais donc laisser la parole à Vincent et Philippe. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, Philippe Tiroir. Je vais me présenter. Je suis au Japon depuis 30 ans. J'ai travaillé sur le Japon, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Au Japon, j'ai eu la chance de pouvoir créer 4 sociétés pour le groupe Savencia. En Chine, de créer la société BSI pour le groupe. Et à l'époque, il n'y avait pas de produits laitiers et pas de fromage. Le lait était vendu en sac plastique et quand le yaourt est apparu, c'était aussi vendu en sac plastique en Chine. Donc, on a été les premiers à arriver sur un marché où il n'y avait même pas de demande. Et puis, j'ai créé le réseau de distribution via des grossistes sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est pour les produits fromagers. Au Japon, on a des sociétés fromage, importation, distribution, production locale, et puis 2 sociétés dans le chocolat, une spécialisée en food service et une spécialisée en retail. Je laisse Vincent se présenter. Bonjour à tous, bonsoir pour nous, mais bonjour pour vous. Donc Vincent Nicole, je suis au Japon depuis 15 ans, d'une famille originaire à la fois de Toulouse, du Lauragais, et avec ma famille qui habite dans le Comminges. J'ai quitté cette belle région pour faire toute ma carrière donc, au Japon, dans le vin, les produits laitiers, le fromage, et ensuite dans les boissons alcoolisées, avec une expérience autour du marketing, du commercial, des problématiques aussi de gestion de compte, de management de projet. Et aujourd'hui, en dirigeant en fait 2 sociétés de conseil qui sont spécialisées dans l'alimentaire et dans les boissons, notamment les boissons alcoolisées. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on va essayer avec Vincent de partager avec vous, c'est la passion du Japon. Je crois qu'on est 2 passionnés du Japon. Ça, c'est une première chose. C'est aussi de partager avec vous que le Japon, c'est possible. Et c'est possible de le faire même sans gros moyens. On y reviendra plus tard dans la présentation. C'est plus un état d'esprit que des moyens financiers d'abord. On a structuré la présentation en présentant un peu le contexte économique et général du Japon. Tout le monde est frappé par le Covid, donc on fera un petit point sur le contexte sanitaire au Japon. Un point important qu'il faut bien comprendre, c'est la distribution japonaise et comment elle est structurée. Donc, votre stratégie de développement
Il faut bien définir où est-ce que vous voulez vendre vos produits, les opportunités pour la région Occitanie. Et puis, je partagerai avec vous mon vécu d'une trentaine d'années sur le Japon, et surtout ce que j'appelle moi les affaires, à faire ou à ne pas faire, et essayer de partager avec vous vraiment du vécu. Et puis, Vincent terminera la présentation en faisant un bref focus sur quelques secteurs, donc vous voyez la liste. Et après, nous sommes tout à fait ouverts à vos questions. Nous essaierons d'y répondre. Alors, bon, étant le seul Normand de la soirée, je n'ai pas pu m'empêcher de vous présenter le Mont Saint-Michel, en association avec un symbole du Japon, qui est très connu au Japon, ce temple. Et pour me démontrer qu'en fait, le Japon, France et Japon, c'est une harmonie. C'est une harmonie, ce sont des valeurs communes. Nous avons des valeurs qui sont très proches et très communes. Nous sommes des gourmets. Nous avons l'amour de la gastronomie et nos amis japonais ont cet amour de la gastronomie. Quand je suis arrivé au Japon, et même encore aujourd'hui, moi, ça me surprend toujours de discuter avec des Japonais qui me disent « Ah, tu sais, on a fait 2 heures de voiture ce week-end pour aller manger, pour faire simple, des ramen ou des soba, c'est-à-dire, allez, je caricature, mais des spaghettis à la japonaise. Mais tu sais, c'est excellent. » Donc, il y a vraiment un amour de la gastronomie. Et les Japonais en Asie, ce sont les plus gourmets. Ce sont les personnes les plus gourmets qui apprécient le mieux le food. Et quand vous voyez la richesse de la cuisine japonaise, c'est fabuleux. Si vous êtes gourmand et gourmet, c'est le pays où il faut vivre. Et je vais peut-être vexer nos amis français, mais pour moi, je trouve que le Japon, c'est encore plus gastronomique que la France. Alors aussi, c'est la mode, c'est la culture, c'est le beau. Les Japonais sont très, très sensibles à ces notions de mode, donc de saisonnalité, de tendance. La culture joue un rôle important, l'héritage et le beau, l'esthétique, la simplicité, l'authenticité et la tradition. Ils sont très férus d'authenticité et de tradition. Il y a beaucoup d'artisanat au Japon. Et les Japonais apprécient beaucoup cet axe authentique, tradition, artisanale, savoir-faire. Et là, la France a une place à jouer. Je pense que toutes les sociétés présentes ce soir de l'Occitanie, vous avez une carte à jouer sur ce levier de l'authenticité, de la tradition, de l'origine, du terroir, du savoir-faire. Les Japonais aussi, c'est des relations humaines. Donc, ça prend du temps. Créer des relations, c'est important pour faire du business et se développer au Japon. On ne peut pas venir une fois, repartir et attendre. Non, il faut venir ne serait-ce qu'au moins une fois par an. Mais il faut créer le lien humain avec la personne ou la société qui va vous représenter ou les sociétés qui vont vous représenter au Japon. Et cette relation humaine est importante parce que vous avez le concept au Japon de l'emploi à vie, entre guillemets. C'est-à-dire vous rentrez dans une entreprise quand vous avez 20 ans et vous allez travailler toute votre vie dans cette entreprise. Donc, les Japonais font attention de minimiser les risques d'erreur. Donc, ils veulent savoir avec qui ils travaillent. Est-ce que je peux faire confiance à la personne avec qui je discute? Quel est son scope de responsabilité, son domaine de responsabilité? Est-ce que cette personne est fiable? Donc, il y a cette construction d'une relation qui est importante et qui prend du temps. Mais une fois qu'elle est faite, cette relation, qu'elle est construite, vous êtes sécurisé si vous ne faites pas d'erreur grave. Pour toute votre vie à la limite. Nous, on est présent au Japon depuis plus de 80 ans et on travaille, un de nos partenaires, ça fait plus de 75 ans qu'on travaille avec cette petite société. C'est du savoir-être, se comporter avec les autres, savoir recevoir, savoir écouter, savoir... c'est pas une société de conflits. Alors, il y a des conflits, mais ils ne sont pas mis sur la table, c'est derrière. Mais en public, c'est le consensus, c'est la sérénité quelque part. Et puis, c'est un engagement sur le long terme. On n'est pas en Chine. En Chine, vous faites du business en 5 minutes, mais vous le terminez en 10 minutes. Ici, ça prend 3 ans pour faire du business, mais vous allez rester 30 ans. Donc, on est quand même sur pas mal de valeurs et de caractéristiques. On est très proche des Japonais. Souvent, on nous dit « Ah, mais les Japonais sont proches des Allemands ». J'ai envie de dire oui, dans la partie
dans la partie exécution, parce qu'ils sont très dans le détail. Mais en dehors de ça, les Japonais sont beaucoup plus proches de nous, les Français. Next slide. Vincent, à toi. Donc, c'est une petite galerie de portraits qui sont tous des champions, en fait. Donc, Moula Sessan, championne fromagère. Il y a Moula Yamasan, qui est une championne du monde de ce qu'on appelle le latte, le café, donc championne du monde barista, champion sommelier, Bocuse d'Or, etc. C'est simplement un petit clin d'œil, en fait, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que en réalité, le niveau général, notamment dans cette idée que les gens puissent devenir des spécialistes de culture gastronomique qui leur sont étrangères, en fait, est caractéristique du Japon. C'est-à-dire que vous avez toutes ces personnalités. Chaque année, il y a certainement une nouveauté, un nouveau championnat remporté par les Japonais. On a connu ça aussi avec le whisky, par exemple, etc., etc. Mais en réalité, pour chacune des entreprises, pour chacune des personnes qui devient comme ça champion du monde, il y a derrière, en fait, des centaines et des centaines de personnes qui ont cette ambition-là. Et de fait, ça vous oblige, quand vous venez au Japon, à être capable aussi de traiter avec ce genre de personnes-là, qui sont extrêmement connaisseurs, qui sont aussi parfois des gens relativement intransigeants, quelque part, sur la qualité, etc. Et également qui vont profiter de l'occasion qu'il leur est donnée pour vous poser tout un tas de questions auxquelles vous pourrez répondre ou parfois ne pas répondre. Moi, j'ai un petit souvenir de mes premières années, mes premiers mois au Japon, où je faisais de la vente de vin dans les grands magasins, et les gens me demandaient des questions improbables sur l'inclinaison, l'ensoleillement du vignoble, sur l'âge du vigneron, des choses comme ça qui paraissent beaucoup trop détaillées, mais qui en fait relèvent aussi d'une curiosité authentique, justement, pour les savoir-faire. Donc, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire, je pense qu'il y aura cette discussion avec Jean-Baptiste plus tard sur tout ce monde du fromage et des fromagers qui sont très spécialisés et très passionnés, mais c'est aussi à double tranchant parce que ça vous oblige en fait à approcher ce marché avec un très grand sérieux et être capable en fait de répondre à ce degré d'excellence et d'exigence. Voilà. Alors, si tu me permets, Vincent, pour rebondir sur cette remarque de l'excellence, au Japon, on a un terme, on dit les otaku. Les otaku, ce sont toutes les personnes que vous avez vues, ce sont des passionnés. Et ils connaissent leur produit ou le produit de la catégorie, mais mieux que les professionnels. Hein. Donc, quand vous discutez avec eux, ils vont vous parler de vos produits, mais dans un détail, comme l'a rappelé Vincent, que quelquefois on peut ignorer, nous. Hein. Vas-y, Vincent. Tout à fait, oui. Donc, je vais peut-être petite introduction sur le marché. On va rester sur des choses relativement simples. Donc, le marché japonais, très simplement, bon, d'abord, le Japon est la troisième économie mondiale, sans surprise. C'est un marché dont on parle comme si c'était finalement un marché un peu dépassé, etc., par rapport à tous ces marchés en croissance ou en très forte croissance d'Asie. Mais en réalité, ça reste un des marchés principaux pour la très grande majorité des produits alimentaires. Le Japon est très dépendant, évidemment, de ses imports. C'est toujours le cas, à part pour quelques petites catégories, comme le riz, par exemple, ou d'autres. Mais le Japon, en fait, importe la très grande majorité de ses produits alimentaires, agricoles, évidemment, dans les boissons, le vin, etc., etc. Et c'est, pour vous donner un exemple, 3e marché mondial pour l'huile d'olive, 6e marché mondial export pour le vin, 1er marché pour le foie gras à l'époque, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et puis, on pourrait donner comme ça plein d'exemples qui vous donnent un peu cette idée que finalement, le Japon est un pays très stratégique pour énormément d'exportateurs. Ce qui est intéressant avec le Japon, ce n'est pas forcément quelque chose de simple à appréhender pour des Européens. C'est le fait que le Japon est un pays qui a une population
qui est en déclin, une population qui est âgée. Et c'est évidemment quelque chose qui pose problème pour la croissance du Japon et son attractivité. Mais en réalité, pour la plupart des produits, pour ce que j'ai vu en tout cas des entreprises aujourd'hui qui participent, je pense que finalement, ce segment de consommateurs, cette génération qu'on appelle Silver, représente en fait une vraie opportunité pour vous, notamment parce que ce sont des segments consommateurs qui ont souvent un pouvoir d'achat plus élevé, qui sont des gens qui sont très éduqués, qui sont très intéressés par justement toute cette culture gastronomique décrite précédemment par Philippe, mais aussi qui sont souvent des gens qui ont voyagé au moins une fois en Europe, peut-être pour une lune de miel ou pour des occasions plus récentes pour certains d'entre eux. Et ce segment consommateur, en fait, est intéressant aussi parce qu'en réalité, il préfigure probablement aussi des segments consommateurs de cette génération dans les pays européens, avec non seulement des produits qui doivent être adaptés à ce segment-là, mais également des services, des stratégies commerciales, etc. Donc, je vous invite à vous poser cette question. Ce n'est pas forcément toujours évident. Beaucoup de marques ont tendance parfois à choisir une cible plus jeune, mais en réalité, je pense que c'est une vraie opportunité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Japon n'a jamais été un pays très touristique jusqu'en 2015, en gros. Et le Japon a connu un boom énorme depuis, malheureusement stoppé par la situation du Covid. Mais de fait, ça a fait venir au Japon des dizaines de millions de touristes qui viennent principalement d'Asie. C'est intéressant aussi parce que ces touristes asiatiques, en fait, vont généralement consommer dans des canaux de distribution haut de gamme, tout ce qui est grand magasin, par exemple. Et de fait, ça peut être aussi on va croiser les doigts pour que le tourisme reparte. Ça peut être aussi la présence de vos produits dans cette distribution haut de gamme peut au final aussi être une vitrine, en quelque sorte, pour beaucoup d'Asiatiques qui s'intéressent de très près aux tendances au Japon et qui vont forcément visiter ce type de grands magasins. Enfin, ce qui est intéressant, ça représente aussi une opportunité, ça c'est pas forcément spécifique au Japon, c'est toute la progression du e-commerce avec des choses qui sont très spécifiques. On pourra en reparler après si ça vous intéresse dans les questions-réponses. Je ne vais pas forcément développer là-dessus, mais de fait, ce qui est intéressant avec ce canal de distribution, c'est ce que Philippe décrivait en fait dans cet amour de l'authenticité, de l'artisanat, etc. C'est que en fait, c'est quelque part un canal de distribution dans lequel toute la question du storytelling, de tout ce qui va être argumentaire justement autour de la qualité des produits, de l'histoire, etc., est très importante et représente certainement une opportunité aussi. Enfin, juste pour vous donner un ordre de grandeur, le Japon, donc c'est à peu près deux fois le marché français. Et effectivement, si vous réfléchissez en ces termes-là, de fait, vous pouvez aussi vous poser la question d'approcher le marché japonais de façon différente, comme je le disais, soit avec cette opportunité de segmenter les consommateurs par rapport à différentes démographies, mais également probablement aussi de rentrer sur le marché japonais via, par exemple, un focus sur des régions particulières. La région de Tokyo, évidemment, est la plus légitime, mais vous avez aussi toute cette région du Kansai qui consiste en ces trois villes, donc Osaka, Kyoto, Kobe, qui sont en quelque sorte un pôle économique très important et suffisant pour créer certainement des business tout à fait profitables. Voilà. Je vais faire trois commentaires sur ce que vient de dire Vincent. La population des jeunes personnes âgées, à partir de 65 ans, ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie, donc qui ont aujourd'hui un pouvoir d'achat important et qui veulent se faire plaisir. Donc qui profitent de leurs premières années de retraite pour vraiment se faire plaisir. Et alors, avant, c'était aussi voyager, mais consommer localement et consommer des produits gourmets. 2019, 30 millions de visiteurs au Japon, de touristes.
C'était le chiffre clé. Et l'objectif, c'était 40 millions en 2025. Donc, mais le Covid est passé par là. Le Japon, c'est une vitrine et tous les pays d'Asie regardent ce que fait le Japon. Et tous les acheteurs de la distribution asiatique ou les industriels viennent au Japon voir ce qui se passe, voir les tendances, voir ce qui se fait dans les magasins. Donc, le Japon, c'est une façon de communiquer sa marque, ses produits, non pas uniquement au marché japonais, mais aussi au reste de l'Asie. Vincent ? Oui, peut-être je vais présenter le contexte sanitaire. Voilà, je ne vais pas forcément trop développer. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le Japon a été un des premiers pays touchés dès le mois de février. Nous sommes aujourd'hui dans une 4e vague que vous pouvez voir sur le On ne t'entend plus, graphe. Vincent. Coupé. Allô? Vas-y, c'est bon. On l'entend très bien. Vous Maintenant, on m'entendez, pardon? t'entend. Ouais. Donc, 4e vague qui est assez préoccupante évidemment pour nous professionnels, parce que à chaque fois qu'il y a une vague, en fait, ces vagues sont suivies d'états d'urgence. Le Japon a une constitution qui fait qu'il ne peut pas y avoir de confinement, mais on demande à la population de rester chez elle, aux entreprises de fermer, etc., aux bars de fermer, bars, restaurants de fermer à 8h, à 9h, etc. Donc on est toujours là-dedans, mais avec des cas, un nombre de cas beaucoup moins élevé qu'en Europe. Et ça, vous pouvez l'imaginer, c'est aussi parce que en réalité, tout ce qui était gestes barrières, précautions sanitaires, notamment l'usage des masques, était extrêmement répandu au Japon. Donc très rapidement, les Japonais ont adopté ce que les Européens ont mis beaucoup plus de temps à introduire dans leur vie quotidienne. Et la seule nuance, c'est que le Japon a commencé très tard ces campagnes de vaccination, en commençant justement par cette population des plus de 60-65 ans. Et donc, il est possible que la vaccination dure jusqu'à la fin de l'année, en réalité, la population étant aussi très importante. Aujourd'hui, on est sur un nombre de vaccinés bien plus inférieur que la France. Donc, il est possible que les mois qui viennent ne soient pas forcément... que la situation n'évolue pas de la même façon qu'en Europe ou qu'aux États-Unis. Ce qui a été très grave pour le Japon, c'est le fait que les Jeux Olympiques ont été annulés l'an dernier. On pense que les Jeux Olympiques auront lieu cette année, donc sans visiteurs étrangers. Ça reste extrêmement flou. Je crois qu'il y a des décisions qui vont être prises dans les semaines qui viennent. Ça a été pour le Japon, évidemment, l'opportunité de faire les Jeux Olympiques, quelque chose d'extraordinaire pour lequel les Japonais ont énormément investi. Et donc, c'est évidemment une très grande déception pour les Japonais. Sauti, peut-être on peut... Voilà. Donc, ça, c'est un peu de la... Comment dire? C'est une façon de résumer un peu quels sont les principaux facteurs et barrières à l'achat. Ça, c'est pas forcément valable pour absolument toutes les catégories ou tous les produits. Mais ce qui est très important à retenir, c'est tout ce qui est évidemment qualité, supériorité produit, à la fois en termes de goût, texture, etc. Les Japonais sont, comme on l'a dit, extrêmement gastronomes, et donc ont le sens du détail. C'est surprenant parfois, mais il y a des produits qui vont être vraiment évalués sur des détails de texture, avec des choses qui sont perçues au Japon de façon très particulière dans la culture japonaise. Et puis également, tout ce qui est qualité produit, emballage, on va en reparler. Il y a toute cette question évidemment des standards qualité qui sont extrêmement élevés au Japon, avec aussi une demande en fait de la part des consommateurs japonais de services qualité absolument irréprochables. Et puis tout ce qui est évidemment donc design, emballage. Donc on est dans un pays aussi où les Japonais sont très habitués à des petits formats, des petits emballages individuels, beaucoup de suremballage. On n'est pas encore... il y a peu de prise de conscience en réalité de tout ce qui est problématique justement du suremballage, de la pollution, etc. Donc on est toujours dans le sens du détail, dans l'emballage parfait. Il y a une photo là en bas, je ne sais pas si vous voyez, c'est
c'est des fruits, en fait, dans un grand magasin. C'est des fruits qui sont vendus à 20 euros, 30 euros, 40 euros, qui sont emballés comme ça de façon très, très soignée. Et en même temps, ce qui est intéressant au Japon, c'est que il y a un concept donc, de cost-performance qui n'est pas simplement autour de l'intérêt pour des produits qui seraient bien positionnés au niveau prix, mais simplement d'une relation très articulée entre le prix et la qualité. C'est-à-dire que les Japonais sont tout à fait prêts à payer cher pour des produits plus qualitatifs, mais cette notion du cost-performance, qui est un concept japonais, en fait, est primordial dans les choix d'achat des consommateurs japonais et dans la façon dont les consommateurs aussi communiquent entre eux, recommandent entre eux les produits. Et enfin, je pense que ça, c'est un point qui est devenu crucial au Japon. C'était peut-être un peu moins le cas avant. C'est tout ce qui est bénéfice santé. C'est intéressant parce qu'il se passe énormément de choses sur des positionnements comme ça, santé, y compris dans des catégories qui n'étaient pas forcément positionnées là-dessus. Je pense au chocolat, par exemple. Je viens de trouver un magazine, justement, qui décrit toute une tendance autour de produits qui ont des protéines, par exemple, acide lactique, etc. Enfin, le vieillissement de la population aussi, en fait, donne quelque part, en fait, booste toutes ces catégories, tous ces positionnements santé. Et là-dedans, en fait, les Japonais ont quand même un intérêt pour des positionnements qui sont plutôt naturellement sains, c'est-à-dire pas forcément des éléments nutritionnels ou autres qui soient rajoutés, mais qui soient présents naturellement dans le produit. Et enfin, dans les barrières à l'achat, ben, c'est un peu évident, mais on a mis 2 produits à droite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est, on les a mis exprès. Je vais traduire en fait l'emballage avec la tomate, ça s'appelle pizza sauce, mais c'est pas pour la pizza. En fait, ça sert à mettre, c'est de la tomate qui est posée, qui est étalée ou tartinée sur des toasts de pain. Donc c'est assez incompréhensible en termes d'usage et en termes de produits. Et puis l'autre petit bonhomme, là, c'est des fromages. On appelle ça du candy cheese, donc des petits fromages en forme de bonbons. Pourquoi on vous montre ça? Parce qu'en réalité, ce que vous voyez là et que vous avez du mal à comprendre, c'est les Japonais ont souvent le même regard en fait en étant face à des produits européens, des produits français, pour lesquels ils ne comprennent pas forcément les usages. Donc ces barrières à l'achat en fait sont très souvent autour de la compréhension des usages, des applications, des répertoires. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est d'être capable de communiquer vraiment sur les produits. On ne le dit jamais assez, les Japonais sont très très friands justement de tout ce qui est histoire, storytelling, etc. Et donc il ne faut pas hésiter à communiquer, même de préférence sur le produit lui-même, avec peut-être des petites collerettes, des choses, des petits leaflets, des choses comme ça qui peuvent être rajoutées au produit ou présents sur le point de vente. Voilà. Juste une introduction, et après c'est Vincent qui reprend la main. Vous verrez que la distribution japonaise, qu'elle soit en retail, qu'elle soit en food service, c'est très complexe par rapport à la France, à l'Europe, l'Allemagne, à la Suisse. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a plusieurs intermédiaires entre vous, fabricants, et puis le magasin ou le restaurant. C'est très segmenté, donc et vous allez le découvrir, il y a des circuits très différenciés et qui vont demander des logistiques ou des supply chains différenciés, voire même des fois des produits différenciés. Donc, il faut bien comprendre cette distribution. Et quand on veut rentrer sur le marché japonais, il faut bien comprendre où est-ce que son produit peut être vendu et où est-ce qu'on veut le vendre. Parce que ça va être le guideline après dans le choix de vos partenaires ou de votre partenaire. Tout à fait, oui. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique du Japon. Je pense que ça, c'est quelque chose que tous les professionnels au Japon peuvent décrire, parfois aussi avec des choses qui sont inconnues, hein, même pour des gens qui sont sur le marché, tellement cette distribution est complexe. Il y a effectivement tous ces intermédiaires, énormément de pratiques locales. Ce qu'il faut retenir ici, c'est, je pense, pour vous, c'est de garder à l'esprit que vous allez peut-être être en discussion avec des distributeurs, des importateurs, qui vont vous dire qu'ils ont accès à toute la distribution. Et en réalité, à moins que vous ayez vraiment un très très grand importateur, un très grand distributeur, en fait, ces importateurs qui ont accès à toute la distribution, tout simplement, en fait, en réalité, vendent à des grossistes qui ont potentiellement
ou sur le papier en tout cas, accès à toute la distribution. Mais évidemment, les importateurs, généralement, ont des points forts et des points faibles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rôle très, très important des grossistes au Japon. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grande distribution étant très fragmentée, on va en parler après, les grossistes ont gardé un poids très important. Il y a à peu près il y a 8 très gros grossistes qui sont généralistes, qui sont des sociétés, pour vous donner un ordre d'idée, certaines ont un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros. Donc, vous comprenez, c'est déjà l'équivalent de très, très grands groupes agroalimentaires mondiaux. Évidemment, c'est un business différent, c'est un business de grossistes, mais ces grossistes, en fait, sont à la fois ceux qui sont quand même, dans une certaine mesure, qui sont en mesure, en fait, de sélectionner et de proposer les produits aux retailers, et aussi, quelque part, en fait, d'influencer, en fait, dans une certaine mesure, les tendances. Ce n'était pas forcément le cas avant, mais de plus en plus, les grossistes, maintenant, prennent du leadership pour tout ce qui est justement développement de produits, développement de nouvelles catégories, tout ce qui est merchandising, tout ce qui va être autour aussi maintenant de toute la partie analytique, data, etc. Et donc, ces acteurs sont essentiels. Alors, vous n'aurez pas forcément l'occasion de traiter avec eux, mais en réalité, si vous ne comprenez pas comment la distribution est structurée, il est possible que vous passiez à côté, en fait, de vos propres barrières, c'est-à-dire que vous pensez que vous avez débloqué, entre guillemets, la distribution en travaillant au niveau importateur, alors qu'en fait, vos produits vont peut-être être bloqués, entre guillemets, par ces intermédiaires pour des raisons que vous devez identifier. Donc, c'est très important que vous ayez ça en tête quand vous entrez sur le marché japonais, et ça fait partie des choses sur lesquelles vous devez, je pense, travailler, vous interroger, probablement poser des questions à des spécialistes. Et n'hésitez pas aussi à demander à vos importateurs, justement, de vous expliquer très précisément quels sont les grossistes, par exemple, avec lesquels ils travaillent, quelles sont les relations qu'ils entretiennent avec les grossistes, etc. Alors, là, vous voyez une photo, hein, là, on est sur le retail, hein, vous voyez une photo de la distribution japonaise. Donc, vous avez les department stores. Les department stores, c'est l'équivalent du bon marché, mais vous en avez à peu près 200 au Japon. Vous avez ce qu'on appelle les supermarchés de luxe, c'est l'équivalent de Fauchon. Et au Japon, vous en avez à peu près aujourd'hui une soixantaine. Vous avez les GMS supermarchés, on va dire, c'est les Carrefour, Auchan locaux. Donc ici, vous en avez à peu près 20 000 pour faire simple. Vous avez les discount stores, vraiment qui cassent les prix, enfin bas prix. L'alimentaire est vendu aussi dans les shopping malls, dans les drugstores. Mais vous avez une distribution aussi qui est très importante, c'est les convenience stores, un petit magasin de 4 000 m² de surface, ouvert 24 heures sur 24. Donc, vous voyez, vous avez toute une distribution qui est très segmentée, et c'est là qu'il faut bien choisir où est-ce que vous voulez aller en fonction du produit, des caractéristiques de votre produit, de la chef life. Si on est plutôt dans des produits authentiques, tradition, avec des chef life réduites, il faut viser les department stores et les supermarchés de luxe. Si on a des chef life longues, avec des produits qui sont plus dans les consommations quotidiennes, et là, on peut peut-être aller dans les supermarchés et les convenience stores. Mais il faut bien penser en fonction des caractéristiques de mon produit, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux le commercialiser, parce que les contraintes ne seront pas les mêmes. L'accès importateur, distributeur, grossiste sera différent. Et on reviendra un peu plus tard là-dessus. C'est très segmenté, c'est très atomisé. Simplement pour vous donner un ordre d'idée, au Japon, les 10 principales chaînes de supermarchés ne représentent que 20% du chiffre d'affaires food retail. Et les 38 premières chaînes de supermarchés ne représentent que 38% ou 40% du chiffre d'affaires food en retail. Donc, ça vous donne la multitude de magasins qu'il peut y avoir, et donc cette complexité et donc de multiples intermédiaires pour pouvoir avoir accès aux magasins. Ça, je pense qu'on peut passer dessus. Hein, ça vous donne la part de marché des différents segments. Hein.
Alors, le food service, c'est très large, hein. Le food service, vous trouvez les hôtels, les restaurants, les cafés, les boulangeries, les pâtisseries, les coffee shops, les fast-food, les family restaurants. Les izakaya, c'est le typique, on va dire, brasserie japonaise où tous les Japonais, après le travail, vont dîner et boire, acheter et ramener à la maison. Les magasins spécialisés dans les zones touristiques ou sur les autoroutes. Les hôtels à mariage, parce que il y a des hôtels spécialisés qui ne font que les mariages, les chaînes spécialisées, donc c'est pareil, le food service, c'est très, très, très large. Donc, et puis il y a le food service, consommation asiatique, consommation japonaise, consommation occidentale. Donc là aussi, par rapport à ces produits, il faut bien cibler dans quel circuit on souhaite distribuer ces produits. Et l'accès à ces opérateurs sera différent en termes de grossistes et en termes de premier grossiste, second grossiste, ou voire même importateur. Vincent, à toi. Donc, Philippe va vous présenter ensuite là, quelques éléments de retour d'expérience, justement, et je pense que ce sera peut-être aussi le lien avec la partie questions-réponses, etc. Ici, c'est des idées, des choses qu'on a identifiées nous, évidemment. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres opportunités, beaucoup d'autres challenges pour les entreprises d'Occitanie. Ce qu'on a pensé, nous, avec Philippe, c'est que c'est une région, évidemment, qui bénéficie d'une image extrêmement positive. C'est vrai que les Japonais connaissent bien la France, peut-être un peu moins l'Occitanie par rapport à d'autres régions. Justement, je pense à la Normandie de Philippe, mais aussi à l'Alsace, par exemple, qui sont des régions relativement connues. Mais évidemment, c'est une région qui inspire énormément les Japonais. Toute l'histoire, le savoir-faire, le savoir-vivre, etc. Et puis, ce qu'on pense aussi, c'est que justement, il y a peut-être, c'est aussi, je pense, le sens de ces interventions, de ces différentes interventions que vous allez avoir dans les jours qui viennent, c'est qu'en réalité, il y a aussi toute une image en fait de l'Occitanie à construire auprès des acteurs japonais. Et de fait, il sera intéressant pour vous, au-delà de l'accompagnement dont vous bénéficiez, peut-être aussi d'être capable de créer des synergies entre produits, entre projets, parce que les Japonais, en fait, seront très intéressés par exemple, si c'est des mariages entre vins ou spiritueux et produits alimentaires, ou d'autres choses, dans les usages, peut-être. Les Japonais sont très intéressés par ce type d'association. Et c'est quelque chose, cet aspect de collaboration entre marques est quelque chose qu'on identifie comme une très grande opportunité pour vous. C'est toujours plus facile d'aller voir des retailers justement avec des axes comme ça sur les usages, sur les mariages qui seront vus comme nouveaux, plutôt que de simplement présenter une marque. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend évidemment de la taille de vos entreprises respectives. On ne va pas faire forcément de généralité, mais en tout cas, dans tout ce qui est distribution, il y a évidemment pour vous des opportunités avec des importateurs spécialisés. Il se trouve que ces importateurs sont souvent des entreprises familiales, sont souvent des entrepreneurs qui ont créé une petite structure, par exemple, et qui sont généralement des passionnés, des gens qui vont venir en Europe tous les ans, plusieurs fois par an, qui vont louer une voiture, qui vont aller visiter dans le détail telle et telle région, etc., qui sont très contents de venir vous voir. Et je pense que c'est intéressant pour vous parce que vous avez aussi toute cette relation personnelle justement avec ces importateurs, ces histoires de famille parfois aussi. Il y a des entreprises qui sont présentes sur le marché japonais depuis plusieurs générations. Ça, c'est une opportunité. N'hésitez pas à jouer là-dessus sur ce côté, ces relations personnelles. Je pense que tout le monde le fait sur d'autres marchés. Mais au Japon, effectivement, c'est très, très important pour les Japonais d'avoir ce type de partenariat avec leurs exportateurs. Ensuite, dans les challenges, ça, je pense que vous l'avez tous, probablement pour ceux qui ont déjà essayé de venir au Japon, identifié. Il y a une partie réglementaire qui est extrêmement complexe, un parcours du combattant pour être capable en fait de réunir, de collecter toutes les informations pour faire ses demandes d'agrément, par exemple auprès des douanes et services sanitaires. Ça, c'est un sujet éternel. C'est très dur, c'est parfois même très dur, même pour nous les professionnels au Japon, parce que les règles sont floues. Il y a parfois des
des contradictions entre ce que demandent les douanes et les services sanitaires, par exemple. Donc ça, le seul message ici, c'est soyez extrêmement résilients. Vous allez commencer un marathon. Tout le monde est passé par là. Tous les produits importés au Japon sont passés par là et ont réussi à finaliser tous ces dossiers. Donc, c'est un travail effectivement difficile pour lequel il faut vous armer. Et ne croyez jamais que vous êtes suffisamment préparé. En fait, tout le monde dit ça, on a déjà tout, les informations, etc. Ça va être simple. Non, ça va être très compliqué. Et ça va être très compliqué pour tout le monde, malheureusement. Et ensuite, le choix du distributeur, ça, je pense je peux laisser peut-être justement Philippe parler de ses retours d'expérience. Ce sera peut-être plus concret. Je vais en reparler peut-être après. Hein. Oui. Page suivante, puisque je pense qu'on va revenir sur ces points-là. Oui, ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est quelques éléments de spécificité japonaise si vous voulez faire du business au Japon, et ce que j'appelle, moi, à faire ou à ne pas faire. Alors, déjà, une première chose, c'est le Japon, c'est possible sans grands investissements, ni commerciaux, ni marketing, ni structure locale. On m'a souvent dit, ouais, mais vous, Philippe, vous travaillez pour Savantia, c'est un grand groupe. Non, moi, quand je suis arrivé au Japon, j'étais tout seul. Et la philosophie de M. Bongrain, c'est de dire, tu gagnes de l'argent, tu l'investis. Tu n'en gagnes pas, tu ne peux pas dépenser. Et donc, c'est plus une volonté de vouloir réussir, et comme disait Vincent, de résilience. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Vous ne gagnerez pas au Japon en 2 mois, 3 mois, 1 an. Il faut se dire, je m'engage. Alors, il y a toujours des exceptions, hein, mais je m'engage et ça va me prendre peut-être 2 ans avant de commencer à réussir. Mais le jour où vous allez réussir, ce n'est pas pour 2 mois ou pour 6 mois ou pour 2 ans, c'est pour la vie. Hein, et je le redis, nous, ça fait plus de 80 ans qu'on est présent au Japon. La France, l'image de la France, hein, pour les Japonais idéalisent la France. Hein, c'est le pays du savoir-vivre, c'est le pays du savoir-être, c'est le pays des droits de l'homme. Les Japonais ont une image fabuleuse de la France. Et c'est une image qu'il faut exploiter, qu'il faut développer. L'image de l'Occitanie, c'est un atout parce que ce côté sud de la France, hein, c'est quand même, là aussi on retrouve du savoir-vivre, la beauté. Hein, tous les Japonais, il y avait ce film qui était très célèbre, hein, je ne sais plus comment le titre exact, mais c'était En Provence, hein, ou La Provence. Hein, donc c'est très attractif. Alors, un point important, et je reviens dessus, vouloir réussir au Japon, c'est un état d'esprit d'abord. Hein, c'est se dire, je dois être patient, je dois être résilient, je dois être persistant. Vincent, vous parlez de référencer des produits au Japon, donc le marathon là, des services sanitaires et des douanes, mais c'est là que votre importateur doit vous aider. Hein, c'est là où le choix de l'importateur est important. On va vous poser beaucoup de questions, on va vous demander beaucoup d'informations certainement, mais il faut y répondre. Et il ne faut pas se démotiver. Il faut y répondre, apporter les réponses à son importateur, même quelquefois c'est un peu trop. Hein. Mais si vous créez la relation à un moment donné, vous pouvez dire à votre importateur, bon, là je t'ai donné tout ce que je pouvais, maintenant les informations complémentaires, il n'y en a pas vraiment besoin. Mais pour avoir ce discours, il faut la relation. La relation est importante. Des séminaires, j'en ai fait souvent et j'ai souvent eu des gens qui me disaient, mais Philippe, on est venu au Japon, on a fait le Foodex, on a donné 5000 cartes de visite, on a donné nos brochures et plus rien. Et la question, c'est, mais êtes-vous revenu une fois au Japon après? Souvent, c'était non. Avez-vous donné des brochures au moins en anglais, voire même en japonais, parce que ça peut être fait par exemple par les services de l'Occitanie, hein, ou votre importateur. Mais c'est créer la relation, parce que pour moi, il faut que vous reveniez au moins une fois par an au Japon. Rencontrez votre importateur, votre distributeur, rencontrez ses vendeurs. Parce que si les personnes ne vous voient pas, ça veut dire que vous ne croyez pas dans votre produit, ça veut dire que vous ne croyez pas dans le Japon. Donc pourquoi je devrais croire en vous et dans votre produit si vous n'y croyez pas vous-même? Ça veut dire que quand les gens apprennent à vous connaître, ça change, hein, ils vont vouloir se battre pour vous.
Donc cette relation avec, et ça doit être une relation de confiance, hein, de dire vraiment de façon ouverte ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, et d'être très ouvert avec vos partenaires. Alors, il y a cette exigence de la qualité, ce qu'on appelle le zéro défaut. C'est vrai qu'il y aura toujours des défauts, hein, dans les produits, mais il faut viser le zéro défaut dans la présentation du produit, dans la présentation de l'emballage, dans le stockage, des fois dans des produits même qui vont au food service, hein, des cartons qui vont être abîmés, ça ne sera pas accepté. Mais ça permet de progresser, ça permet de faire progresser sa démarche. Ça veut dire qu'il faut expliquer aussi, c'est-à-dire que le zéro défaut est impossible, personne ne peut le faire. Il faut essayer de tendre vers le zéro défaut. Ça veut dire qu'il faut accepter toute réclamation, hein, ne pas la refuser, ne pas dire je n'accepte pas les réclamations, c'est moi je fais un produit comme ça, c'est fini. Toutes les sociétés que je connais qui ont échoué au Japon, une des raisons majeures, ça a été ce refus d'accepter les claims, enfin les réclamations qualité, et d'apporter une réponse. Ne serait-ce que de dire, je ne peux pas solutionner ce problème, ou ça va me prendre 6 mois pour solutionner ce problème. Une des erreurs d'un groupe que vous connaissez bien, Carrefour, au Japon, une de ces erreurs, et pourquoi ils ont échoué au Japon, ça a été justement le refus de prendre en considération la qualité, alors que tous les groupes le prennent. Je vais prendre un exemple. Moi, j'étais en stage chez Coca-Cola au Japon, hein, quand je suis arrivé au Japon. Je participais à une réunion, hein, du board de directeur du Japon, et soudainement, le directeur marketing de Coca-Cola Japon, qui était en train de présenter son plan marketing, s'est excusé et sorti. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème sur un Coca-Cola. Un consommateur avait demandé des excuses d'une personne au plus haut niveau, c'est lui qui avait été choisi, et il s'est déplacé chez le consommateur pour s'excuser. Moi, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois d'aller chez les consommateurs ou les distributeurs pour s'excuser. Et c'est là où votre importateur, votre distributeur est important, parce que quand vous n'êtes pas au Japon, c'est lui qui va jouer ce rôle. Et vos distributeurs ou vos grossistes vont recevoir ce type de demande, et c'est eux qui vont aller voir le consommateur ou le distributeur, s'excuser, expliquer, etc. Et ça, il faut le considérer. Si vous ne le considérez pas, vous vous fermez la porte du Japon. Alors, la règle du tiers, ça dépend. C'est si vous visez la distribution retail moderne, que ce soit les supermarchés type Auchan, Carrefour, c'est-à-dire au Japon, c'est Ion, Daiei, Toyokado, les convenience stores, certaines chaînes de food service, ils vont gérer la shelf life des produits avec la règle du tiers, ce qui veut dire que le produit doit être mis sur les linéaires au tiers de la DLUO, il va rester sur les linéaires pendant un tiers et il sera retiré aux 2 tiers de la DLUO pour laisser un tiers au consommateur. Je prends un exemple simple, si votre produit fait 90 jours de durée de vie, il devrait être mis sur le linéaire à 30 jours, il sera retiré à 60 jours. Donc, ça, c'est quand on va quand on veut commercialiser ou travailler avec la distribution moderne, type supermarché ou convenience store. Si vous travaillez avec des circuits très spécialisés, type les department stores, hein, comme le Bon Marché, type les supermarchés de luxe, comme Fauchon, donc au Japon, c'est Seijoishi, Kinokuniya, Mejiya, etc., comme des circuits spécialisés, des shops, cette règle n'est pas appliquée. Donc, vous pouvez distribuer vos produits même avec des durées de vie courtes. Le food service, il y a 2 éléments importants au produit, c'est de vraiment communiquer comment peut-on utiliser le produit, hein, quelles sont les applications, quels sont les usages, développer beaucoup de recettes, hein, pour donner des idées aux gens d'utilisation et comment utiliser le produit. Le food service, souvent, alors soit les gens n'ont pas d'idées, hein, les utilisateurs, soit ils sont très busy et ils ont de moins en moins de personnel qualifié. Donc, ne pas apporter que le produit, mais apporter une solution de service. Tu peux l'utiliser de cette façon, tu peux faire avec, je ne sais pas, une crème laitière, tu peux faire ce type de gâteau, ce type de dessert, tu peux la fouetter, pas la fouetter. Si c'est, je ne sais pas, une confiture, comment l'utiliser, etc. Donc, c'est vraiment toujours proposer des applications.
participer au salon grossiste. Alors ça, c'est vos agents, vos distributeurs, parce que les grossistes organisent dans les régions des salons où ils vont inviter tous leurs clients, leurs clients principaux. Donc c'est une bonne façon de pouvoir exposer ces produits sans investissement, parce que l'investissement minimum peut se limiter aux échantillons que vous allez donner. Hein. Mais c'est une bonne façon de promouvoir les produits, de les faire connaître. Et en plus, au Japon, si vous ciblez la région de Tokyo, c'est-à-dire le Kanto, et la région de Kansai, c'est-à-dire Osaka, vous avez déjà à peu près 70% de la population japonaise concentrée sur ces deux centres urbains. Vous avez donc 70% de la distribution japonaise. Donc, viser quand on arrive au Japon le national, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine d'aller à Okinawa, Kyushu, Hokkaido, se focaliser sur ces deux centres urbains. C'est suffisant pour faire déjà du business. Hein. Parce que déjà, ces deux centres urbains, si vous les ajoutez, ça fait plus que la population française. Alors, les procédures d'agrément et d'importation des produits alimentaires, c'est spécifique à chaque catégorie. Hein. Mais moi, je vais vous parler du fromage parce que ça va être un exemple concret. Et Jean-Baptiste pourra confirmer ou infirmer. Hein. Mais quand on veut référencer un produit au Japon, obtenir l'agrément des services sanitaires, j'ai envie de dire par rapport à certains pays, la législation est quand même relativement claire. Il y a des règles. Hein. L'alimentaire, il ne faut pas d'Escherichia coli, hein, il ne faut pas de listeria, il ne faut pas un certain nombre de choses. Hein, donc ça, c'est très précis. Bon. Donc, vous allez remettre au service sanitaire japonais, le Hokenjo, donc, des échantillons, la définition de votre produit, hein, les spécifications, une définition très simple du process. Hein, ils ne vont pas aller dans le détail, vous demander vos secrets de fabrication, mais ils veulent comprendre un peu comment ça se fabrique. Et là, les services sanitaires japonais vont analyser vos produits et vérifier que les résultats qu'ils trouvent sont en conformité avec les résultats que vous annoncez dans les spécifications ou dans les tests, les résultats de tests que vous avez pu faire avec vos laboratoires ou bien avec les services vétérinaires français. Ils vont regarder si, alors après pour certains produits, s'il y a des herbes, etc., s'il y avait des pesticides, hein, il y a une traçabilité. Donc ça, c'est plus compliqué. Si vous faites du porc, c'est compliqué parce que la traçabilité, il faut remonter jusqu'à l'élevage hein, et l'abattoir, etc. Mais bon, c'est vraiment en fonction des catégories. Et là encore, le choix de l'importateur, distributeur est important parce que c'est lui qui va faire ce travail et vous aider. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Il faut choisir un bon distributeur, un bon importateur et vous lui apportez les éléments et lui, il fait tout ce travail et il sait gérer ses administrations normalement. Une fois que les services sanitaires japonais disent c'est OK, ce produit est conforme avec la législation, on peut le commercialiser, ils vont dire voilà, nous on recommande qu'il soit OK, on lui donne la licence sanitaire et on va recommander qu'il soit dans telle catégorie d'importation. Et là, vous allez voir les douanes japonaises qui, sur la base de cette certification, vont confirmer la classe d'importation, donc les droits de douane qui seront appliqués sur les produits. Dans quelques cas, ils peuvent changer la classe hein, pour aller chercher un peu plus d'argent en ayant des droits de douane un peu plus élevés. Ça arrive quelquefois. Et à ce moment-là, s'ils donnent leur accord, donc vous aurez le certificat d'importation et à ce moment-là, vous pouvez exporter vos produits et les commercialiser. Si vous êtes dans des produits plus traditionnels, plus authentiques, j'ai envie de dire, pour prendre un exemple, les fromages, par exemple, au lait cru, on peut importer des fromages au lait cru au Japon. Sauf qu'à chaque importation, il faudra faire une analyse, donc ça coûte cher, donc il faut vendre dans certains circuits. Mais au bout d'un certain temps, si vous avez démontré que sur, je sais pas, 5 ou 6 ou 10 analyses, vous êtes toujours conforme, à ce moment-là, les services sanitaires vous demanderont une analyse par an. Donc, il y a aussi une certaine flexibilité. Je reviens là sur la segmentation du marché. Alors, le marché japonais, vous avez les produits de commodity hein, de tous les jours, pas chers. Vous avez les produits intermédiaires, vous avez les produits haut de gamme. Depuis plusieurs années, peut-être comme dans d'autres marchés,
les intermédiaires souffrent énormément. Ce qui se développe fortement, c'est les produits de commodity, donc qui sont à des prix très abordables, pas chers, masse volume. Donc il faut avoir souvent des grosses productions pour avoir des coûts de production qui soient pas chers et des gros volumes. Donc il faut aller dans des circuits type grands supermarchés, etc., à grand volume. Ou alors, quand on est dans des produits plus authentiques, traditionnels, des quantités de production limitées avec des coûts élevés, il faut viser les circuits haut de gamme, les department stores, les supermarchés de luxe, les magasins spécialisés, avec des produits qui sont positionnés chers et qui seront achetés par les Japonais parce que les Japonais aiment acheter, consommer des produits très chers. Juste pour donner un exemple et changer, vous savez que la population japonaise qui achète le plus de produits LVMH ou Hermès, ce ne sont pas des gens riches. Les gens riches, ils contribuent. Mais c'est ce qu'on appelle au Japon des office ladies. C'est donc des jeunes femmes qui travaillent dans les bureaux, qui sont payées au SMIC, mais qui vivent chez leurs parents, parce que très souvent, les Japonais n'achètent pas l'immobilier. Ils vont vivre soit dans des très, très petits studios où ils vont rester très longtemps avec leurs parents. Donc, leur salaire, même un SMIC, c'est de l'argent de poche. Donc, ils ont un pouvoir d'achat très élevé. Nos amis retraités, aujourd'hui, ils ont un pouvoir d'achat très élevé. Ils ne sont pas forcément excessivement riches, sachant que quand ils arrivent à la retraite, l'entreprise leur paye une somme en fonction du nombre d'années qu'ils ont travaillé dans l'entreprise. Donc, ça leur fait un bon pécule quand ils arrivent à la retraite. Donc, ils ont l'impression d'être riches. Et comme ils ont travaillé toute leur vie, ils veulent se faire plaisir et consommer. Le choix du partenaire. Le partenaire, c'est essentiel pour moi. Et c'est bien comprendre quel est votre produit, les caractéristiques de votre produit. Donc, où est-ce que vous pouvez le vendre, bien sélectionner le type de circuit. Parce que vous avez vu, au Japon, il y a une telle variété de distribution qu'on peut trouver à la fois en retail ou en food service le segment ou le circuit qui vous convient. Donc ça, pour moi, c'est un des critères primordiaux dans une stratégie de développement au Japon. Et après, bien choisir le partenaire. Alors, il vaut mieux choisir un petit partenaire qui va être motivé par vos produits, parce que petit à petit, votre produit va avoir de l'importance dans son portefeuille, qu'un énorme grossiste ou un énorme importateur qui finalement, au final, ne sera pas vraiment motivé par votre produit parce que ça sera trop petit dans son chiffre d'affaires. Moi, je suis contre les contrats d'exclusivité. Souvent on dit ah oui, non, mais si vous ne faites pas d'exclusivité, vous ne pouvez pas faire de business au Japon. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez donner une exclusivité orale en disant pendant 2 ans, voilà, tu es le seul à développer mon produit et je le présenterai à personne d'autre. Mais dans 2 ans, on fait un bilan. Mais s'il y a un contrat d'exclusivité, vous vous enfermez. Et là, pour en sortir, c'est compliqué. Contrat d'exclusivité, alors beaucoup de sociétés japonaises vont vous dire, quand vous les rencontrez pour la première fois, mais moi je suis partout. Je suis au national, je suis partout. Oui, il est peut-être au national parce qu'il fait tous les Isetan du Japon, mais il n'est pas dans Mitsukoshi, il n'est pas chez Takashimaya. Donc si vous voulez faire du business chez Mitsukoshi et Takashimaya, ça ne sera pas lui, ça sera un autre partenaire. Mais vous êtes bloqué si vous avez fait un contrat. Donc, et nous, aujourd'hui, on n'a pas d'exclusivité, contrat. On travaille, et après, c'est de la crédibilité, c'est de la confiance, c'est du support. C'est aussi bien comprendre cette distribution, parce que vous avez des importateurs grossistes qui ne travaillent qu'avec certaines chaînes, même à l'intérieur d'un segment. Même à l'intérieur d'un segment de supermarché ou à l'intérieur d'un segment de department store, ils ne vont pas travailler avec toutes les enseignes, ils travaillent avec certaines enseignes et nous ne pourrons pas travailler avec les autres. Donc, si vous voulez couvrir cette enseigne, il faut avoir un autre distributeur. Donc, le multipartenaire, c'est possible. Après, si vous voulez faire une exclusivité, je dirais, sans contrat, mais comment dirais-je, de gentleman agreement, c'est de dire, voilà, on travaille pendant 2 ans, 3 ans ensemble, on essaye de construire, on voit ce qui se passe, et après, on rediscute. Ou c'est de dire très clairement depuis le début, moi je veux aller là, je veux aller là, je veux aller là, donc je vais travailler aussi avec d'autres sociétés. Par contre, vous pouvez très bien décider de dire ce produit-là, il est exclusif à ton circuit.
Mais ce produit, le produit B que je fais, je vais le donner à un autre partenaire parce qu'il va aller là. Donc, enfin, moi, ma philosophie, c'est surtout quand on arrive au Japon, on démarre, on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne connaît pas les intermédiaires, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Pas d'exclusivité, c'est vraiment s'enfermer et j'ai des cas concrets hein, que je pourrais partager sans dévoiler les noms de sociétés, où les sociétés se sont mises dans des situations très compliquées parce que 3 ans après ou 5 ans après, elles découvrent que on leur avait promis à l'arrivée, c'est très loin. Hein. Et nous, quand on fait un contrat, si vous faites un contrat, il faut quelles sont les contreparties? Tu veux un contrat? D'accord. Mais moi, je veux tant de volume, je veux tant de ventes, je veux tant de chiffre d'affaires, je veux tant de containers par an. Hein. Et puis, surtout, les clauses de sortie. Parce que quand on signe le contrat, tout le monde est amoureux. Hein. Donc, on voit que les côtés positifs. Le problème, c'est quand on veut sortir. Et là, c'est les clauses de sortie qui doivent être très claires. Donc, il faut bien choisir son partenaire, c'est un point clé. Par rapport à son produit, par rapport au circuit que l'on cible. Et ma philosophie, moi, c'est d'éviter les contrats d'exclusivité. Vincent, à toi. Le fromage, c'est encore à moi. Donc, le marché du fromage, c'est le marché numéro 1 en Asie. Hein, la consommation de fromage la plus importante, c'est au Japon. Hein. C'est à peu près 389 000 tonnes, tout confondu, hein, qui se consomme en retail, en food service, restaurant ou utilisé en industriel. Et ça représente une valeur de 2,7 milliards d'euros. Comme vous le voyez, c'est un marché qui est en forte croissance depuis des années, hein, puisque on a fait 30% en volume sur les 10 dernières années et 25% en valeur sur les 10 dernières années. Hein. Par contre, la France, c'est toujours petite, hein, puisque la France exporte à peu près 11 000 tonnes de fromage, tout confondu, hein, c'est-à-dire 2,8% de la consommation totale, à l'intérieur de laquelle vous avez 6 000 tonnes de fondu, type vache qui rit, ce type de produit. Hein. Donc, ça reste encore c'est un marché de niche, en fait, le fromage. Alors, il y a un gros fromage de consommation, mais c'est les processed cheese, hein, c'est les slices, c'est les portions triangulaires, etc. Et ça, c'est dominé par les Japonais. Ce qui est important, et ça, je pense que ça peut servir à d'autres catégories, hein, c'est l'authenticité, le traditionnel, l'image française, les spécialités régionales et l'histoire de l'artisan. Il peut être fromager, il peut être d'un autre domaine, mais l'artisanat. Et là, les fromages que vous voyez, il faut qu'on fasse attention. Nous, les Français, c'est des fromages faits par des Japonais, hein, des artisans japonais. Je vais peut-être passer assez vite sur les autres catégories par rapport au temps, et je serais ravi de répondre plus en détail si vous avez des questions ensuite, par mail, etc., s'il y a besoin. Deuxième catégorie, c'est les huiles. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que le marché était historiquement vraiment sur des produits colza, tournesol, etc. Il y a un changement radical, c'est qu'en fait, l'huile d'olive est devenue la première catégorie en valeur depuis 2 ans, avec l'émergence aussi d'intérêt en fait pour tous les autres huiles, tous les autres types d'huiles, lin, etc., le sésame. C'est très intéressant parce que ça fait vraiment partie des catégories qui ont bénéficié justement de cet effet des bénéfices santé de produits naturellement sains que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, les consommateurs, en fait, s'éduquant à ces nouvelles catégories, deviennent de plus en plus curieux justement sur tout ce qui est terroir, etc. Tout ce qui est, par exemple, origine contrôlée, ce qui n'était pas du tout le cas avant. C'est intéressant, dans l'huile d'olive, il y a vraiment tout un marché qui se développe vraiment de niche, par exemple, très pointu sur les différentes origines, non seulement, pas seulement espagnoles, italiennes, mais aussi françaises, un engouement pour de nouvelles origines qui n'étaient pas forcément très connues. L'import de France est tout petit, mais on peut penser que ça va être une catégorie qui va se développer dans le futur.
Catégorie suivante, le vin. Donc là, évidemment, hein, le Japon est un des premiers marchés export pour la France, sans aucun doute. Le marché est assez petit en volume, évidemment beaucoup plus élevé en valeur, notamment sur tout ce qui est vin pétillant, le champagne, qui est toujours évidemment une très très grosse catégorie au Japon. La France a été très concurrencée par le Chili, évidemment, comme dans d'autres marchés dans les dernières années. C'est vrai que de ce point de vue-là, l'Occitanie s'en était plutôt très bien sortie. Ça a été quand même une région qui a très bien réussi au Japon. Ce qui est intéressant, c'est que les accords de libre-échange depuis 2 ans ont relancé énormément les imports de France, notamment sur des catégories plutôt premier prix, puisque le gain en fait en taux de tout ce qui était tarif douanier en fait a permis d'être beaucoup plus compétitif par rapport à ces produits du Nouveau Monde. Et aujourd'hui, il y a un petit décrochement. L'année 2020 a permis, je pense, effectivement, de faire progresser la consommation à la maison. Ce qui est intéressant ici, c'est en termes de tactique. La première chose, c'est qu'en fait, les 20 ans consomment de plus en plus de vin. C'est une catégorie qui était très dominée par justement les 50 ans, 60 ans. C'est en train de changer. Il y a un attrait très fort pour les vins naturels, les vins bio, le vin bio qui progresse, qui représente à peu près 10% du marché, qui progresse aussi de 10%. Dans les salons, là récemment, c'était vraiment les catégories les plus mises en avant. Et ensuite, il y a des approches du marché, justement, en termes de route to market, qui peuvent être un peu de niche, autour de toutes ces plateformes de vente en ligne, d'e-commerce, de crowdfunding, par exemple. Et puis tout ce qui est évidemment import direct via retailers qui ont des divisions d'import et qui achètent en direct aux producteurs. Ensuite, spiritueux. Bah là, c'est intéressant parce que le Japon est vraiment un marché de niche, là, pour le coup, avec, évidemment, historiquement, un très grand amour des whisky. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que toute cette nouvelle vague, entre guillemets, tout ce nouveau paysage des spiritueux artisanaux est en train de mettre pied au Japon, avec, sur toutes les catégories à peu près. Évidemment, le whisky français, le gin, les liqueurs, etc. C'est assez compliqué pour les liqueurs parce qu'il faut bien se positionner, notamment sur tout ce qui est usage, etc. Il y a un monde du bar qui est extrêmement pointu, des bartenders qui sont des passionnés, par exemple, de certaines catégories comme l'absinthe ou d'autres types de liqueurs. Là, c'est vrai que c'est une catégorie pour laquelle il faut vraiment jouer sur tout ce mouvement craft, artisanal, le terroir. Et puis aussi, je pense qu'il y a une opportunité en termes de storytelling, en termes d'usage, sur tout ce qui est un peu mixologie à la française, mais c'est pas forcément évident, avec des choses qui peuvent être un peu plus créatives, qui peuvent être aussi, qui peuvent permettre aussi de se distinguer par rapport à des spiritueux d'autres origines. Chocolat, ben là, peut-être rester simple. Donc, le marché du chocolat, évidemment, c'est un très très gros marché au Japon, qui est dominé par la production locale, hein, donc mainstream. Les imports de France représentent une toute petite partie du marché, une partie qui n'est pas négligeable du chocolat importé. On a évidemment, dans l'imaginaire japonais, un engouement euh, très fort, évidemment, pour tout ce qui est chocolatier, chocolat haut de gamme. De ce point de vue-là, Philippe connaît mieux la catégorie que moi. Moi, je pense que je parle là ici des bénéfices santé, etc., parce que c'est pertinent pour le chocolat, mais c'est évidemment pas le positionnement pour des produits haut de gamme. Et après, en termes de route to market, ce que je pense que c'est intéressant, c'est que il y avait autrefois vraiment l'idée qu'il fallait établir justement son réseau de boutiques, de partenariats via les grands magasins, etc. C'est toujours très pertinent, probablement, mais je pense aussi qu'il y a un grand nombre d'opportunités justement via encore des sites de vente en ligne directe, le crowdfunding par exemple, les plateformes e-commerce, etc., avec justement la capacité de pouvoir communiquer beaucoup plus en détail sur l'histoire des marques. Et là-dessus, je pense qu'il y a tout un travail à faire en fait si vous voulez rentrer sur le marché japonais avec ce type de catégorie. Le bœuf, bah, j'avoue que je connais moins cette catégorie. Je sais que le bœuf a redémarré, les imports de bœuf ont redémarré en fin d'année l'an dernier. Donc, je pense qu'on est sur des volumes qui sont tout petits.
C'est évidemment un marché qui est principalement autour de l'import. Ce que j'ai vu, moi, c'est que il y a une vraie curiosité en fait de tout ce qui est justement restaurant de gamme, etc. Il y a certainement des opportunités sur des catégories, sur des produits, sur justement des types de viande, des terroirs, etc., qui est une vraie opportunité. Je connais un peu moins assez mal justement le bœuf français. Je connais des gens qui travaillent dans le bœuf qui sont par exemple des Irlandais. Et je sais qu'il y a un business haut de gamme qui est extrêmement profitable avec des gens qui sont au Japon, enfin qui étaient au Japon tous les 2 mois, tous les 3 mois, avec un travail de suivi très détaillé justement des grands comptes, des grands hôtels, etc. Et je pense que ça représente une opportunité si vous avez ce type de viande très haut de gamme à développer au Japon. Biscuits snack, bon bah là on est sur une catégorie immense, hein. Ça relève de choses très différentes entre ce qui est snack salé, sucré, etc. C'est vrai qu'il y a une catégorie très identifiée justement de tout ce qui est biscuits importés, donc notamment avec des marques internationales. C'est intéressant parce que dans cette catégorie, il y a à peu près 3, 4, 5 importateurs qui comptent. Donc, c'est très facile d'identifier ces importateurs. Et puis après, il y a toute une opportunité avec les retailers en direct, des chaînes comme ce que Philippe évoquait tout à l'heure, des Seijoishi, Caldi, etc., qui sont des sociétés de supermarchés un peu haut de gamme, qui ont leur propre structure de distribution. Là, on est vraiment sur des produits justement très communs pour les Japonais. Après, je pense que ce serait intéressant ici de se poser la question justement de l'innovation, de catégories, par exemple tout ce qui va être positionnement santé, tout ce qui va être justement autour des catégories ou des bénéfices comme ça émergents au Japon. Il y a par exemple en ce moment toute une progression du plant-based, par exemple, dans le snack. Et ensuite, pareil, je pense que ça, c'est des catégories qui peuvent développer avec beaucoup plus. Si vous avez vraiment une histoire, un terroir, un savoir-faire, une tradition, etc., ça vaut vraiment le coup de pas seulement de poser des produits dans un rayon, mais vraiment de travailler sur le storytelling avec un travail de copywriting en japonais, avec du contenu, avec des vidéos, des photos, etc., etc., pour simplement raconter votre histoire. Ça, je pense que c'est très important de pouvoir se distinguer, sinon vous êtes dans une catégorie là qui est quand même forcément très compétitive. Voilà. Merci beaucoup Vincent et Philippe pour ce développement vraiment passionnant. On va passer maintenant aux questions-réponses. Donc il y en a eu au fur et à mesure de votre présentation. Je vais les prendre un petit peu dans l'ordre. Déjà par rapport au contexte sanitaire, est-ce que on a une idée de la réouverture possible ou pas du pays pour les déplacements? Non. Non, c'est pas. Pour l'instant, enfin le gouvernement japonais ne se prononce pas. Pour l'instant, par exemple, ou sauf vraiment un cas très très exceptionnel, mais c'est très difficile à obtenir. Les procédures de visa sont toujours bloquées. D'accord, merci. Il y a une autre question de Benjamin qui, pour mieux comprendre en fait les habitudes alimentaires, demande, si je comprends bien, par rapport aux confiseries, si elles sont bien à la fois sucrées et salées, en fait. Il y a les deux, hein. Ouais. Il y a du sucré, il y a du salé. Traditionnellement, la confiserie japonaise était peu sucrée, évidemment. Et donc, dans cette catégorie, par exemple, le biscuit, vous avez tous ces gâteaux traditionnels japonais, ce qu'on appelle les senbei, par exemple, qui vont être aromatisés avec la sauce soja, par exemple, ce type d'aromatisation. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est une catégorie, justement, qui permet d'être assez créatif. Je pense même à des marques très internationales comme KitKat, par exemple, qui ont développé toutes des gammes de produits exprès pour le Japon, par exemple. C'est intéressant, justement, de jouer sur les textures, le sucré, le salé, sur des aromatisations un peu différentes. Faut pas hésiter. C'est difficile de faire un travail d'adaptation pour le Japon, évidemment. Mais faut pas hésiter à sortir des sentiers battus. Au contraire, les Japonais sont intéressés justement par ce côté un peu, parfois même expérimental, d'essayer des nouveaux produits. Et c'est intéressant si vous avez des produits qui sortent un peu du lot, justement. Je pense par exemple à
par exemple, si vous avez des aromatisations justement un peu locales, je ne sais pas, par exemple, je pensais là, c'est pas pertinent pour vous, mais il y a dans le Pays Basque, par exemple, tout ce qui va être exploité, etc. C'est des choses qui intéressent pas mal les Japonais. Les Japonais, les chefs japonais, hein, alors qu'ils soient individuels ou dans des chaînes ou des chefs qu'on peut faire travailler, surtout dans la pâtisserie par exemple, sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus créatifs que les Français. Ils n'ont pas les barrières culturelles, donc ils vont plus aller dans ou du sucré ou du salé, mélanger le sucré et le salé, mélanger les ingrédients. Ils sont beaucoup plus et comme ce sont des techniciens, hein, la plupart des chefs, hein, vous allez dans un petit restaurant local ou dans un 4 étoiles, il y a une technicité qui est, j'ai envie de dire, qui est équivalente, hein. C'est des grands techniciens de la cuisine, et donc quand ils développent dans la biscuiterie, c'est très riche, hein. Et c'est très créatif et c'est très ouvert parce qu'il n'y a pas de frein, il n'y a pas de blocage culturel. Merci. Il y a plus une question là au niveau des tarifs et en fait de Madame Aude Gruzel qui demande quel est le coefficient multiplicateur. Est-ce qu'on peut le déterminer entre en fait le prix du produit départ du lieu de production et à l'arrivée au consommateur final? Oui, il y a entre le départ, je vais dire, de votre usine ou de votre société. Alors, ça dépend si vous exportez par bateau, par avion, hein. Le prix de transport va être différent. Après, ça dépend, quand vous arrivez au Japon, ça dépend de la catégorie des droits de douane, hein. Nous, dans le fromage, on va dire les fromages de spécialité, on est toujours aujourd'hui, on paye encore à peu près 27% de droits de douane. Ça baisse tous les ans, hein, de 2 points. Donc, ça dépend de la catégorie. Et puis après, si on prend, vous avez un importateur, vous avez un premier grossiste, vous avez un deuxième grossiste et vous avez un distributeur. Je crois que vous pouvez, entre le produit qui est dédouané et le prix consommateur, vous multipliez par 2. Le chiffre magique, là, ici, ça dépend un peu des catégories, mais en gros, les retailers prennent entre 25% et 35%, voire 40% de marge pour des produits frais avec des durées de vie courtes. Et les grossistes prennent en général entre, on va dire, 15 et 20%. Et les importateurs, généralement, prennent entre 25 et 30% de marge, entre guillemets, net après coût logistique. Et les coûts logistiques peuvent représenter l'équivalent si vous avez un produit, par exemple, que vous vendez 4 €, les coûts logistiques suivant les catégories peuvent représenter jusqu'à 4 €, suivant les taux de douane, si c'est de l'alcool, évidemment, les taxes, etc., etc. Et donc, ça dépend vraiment des catégories. Vous avez des produits où, entre l'ex-works et le prix retail, c'est multiplié par 3, et parfois, c'est multiplié par 4. Pour des produits plus commodity, ça peut être, le coefficient peut être évidemment moins important, puisque si vous êtes sur du full container, etc., vos coûts logistiques, évidemment, ils vont être moins importants. Il y a une règle simple, hein, si dans des produits plutôt, on va dire, gourmets, hein, vous prenez 30%, 30, 30, 30. Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée. Il y a Madame Hélène Bonnet qui revient sur la question de l'investissement de départ pour partir sur un projet d'export au Japon, qui se pose la question par rapport à la concurrence quand même, par rapport à ce que vous disiez Philippe, qu'on peut partir avec très peu de moyens. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une enveloppe au départ à prévoir? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais oui, enfin, je veux dire, d'abord, c'est quel produit, hein, je ne connais pas les produits, donc si vous avez un produit intéressant qui apporte quelque chose par rapport à vos concurrents, la qualité, les qualités organoleptiques, l'origine, le terroir, l'histoire, etc.,
Si vous choisissez un bon partenaire, ce n'est pas beaucoup de moyens. C'est peut-être vous allez venez une fois par an au Japon en avion. C'est le coût d'avion et c'est peut-être une semaine d'hôtel, mais c'est des échantillons de produits. C'est s'il y a quelques salons, etc. C'est là aussi des échantillons de produits pour faire déguster, etc. Pour démarrer, pour initier le business, il n'y a pas besoin de gros budget. Il faut avoir quelques fiches produits imprimées en japonais, mais ça, on peut trouver des solutions aujourd'hui, hein. Vous, l'Occitanie, je pense que vous pouvez apporter ce service, mais Internet, et puis l'importateur, le distributeur. On peut démarrer, initier un business au Japon sans gros moyens, hein, avec simplement ses produits, son histoire et son temps à soi, venir de temps en temps. Oui, Juste en fait, pour, oui, ouais, pardon. pardon. Non, juste, je pense que évidemment, ça dépend vraiment des contraintes budgétaires de chacun. Est-ce que le coût de déplacement est un gros investissement ou pas, par exemple? Je pense que ce qui est très clair, c'est que la principale ressource, elle sera humaine, en fait. C'est-à-dire, dans ce parcours du combattant, dans cette capacité justement à répondre aux attentes des clients, du marché, etc. Ça demande un gros investissement humain. Donc, effectivement, je pense que là, il y a un critère qui est clair, c'est qu'il va falloir allouer des ressources, du temps, des ressources export, la capacité aussi à partager le plus possible d'informations sur, comme vient de dire Philippe, sur l'histoire du produit, etc. Et moi, j'ajouterais même de pré-mâcher, entre guillemets, le travail pour l'importateur avec le plus de détails possible. C'est terrible. Moi, je me rends compte aussi, je travaille un peu comme conseiller pour des importateurs. C'est terrible de les voir demander des informations qui devraient être évidentes et qui devraient être données même avant qu'on les demande quand on est autour de quelle histoire du produit, quel est le profil de la personne qui a créé ça, où est-ce que les produits sont distribués en France, dans quel restaurant, etc., etc. Il y a tout un travail comme ça de préparation sur vraiment l'argumentaire qui en fait est la vraie ressource pour réussir au Japon et qui est effectivement un travail qui parfois, à part quand vous avez du photoshooting et des choses comme ça à faire, en réalité ne vous coûte rien et qui va permettre de faire décoller des projets et de motiver des importateurs à très peu de frais. Je dirais dans la première phase, hein, c'est-à-dire vouloir rentrer sur le marché japonais, ce qui va coûter le plus, c'est la motivation et la résilience des gens, parce que vous allez recevoir beaucoup de questions de la part de l'importateur. Et là, au bout d'un moment, les gens en ont marre, hein, ils se découragent. Et c'est c'est déjà cette motivation, hein, cette volonté, cette persistance. Après, j'ai vu, il y a une question qui est passée. Une fois qu'on est au Japon, ça dépend de ce qu'on veut faire, hein. Ça dépend, est-ce qu'on veut rester dans des circuits haut de gamme spécialisés? Est-ce qu'on veut aller dans la distribution de masse, hein? Nous, on vend nos produits dans tous les circuits, mais simplement pour donner une réponse, quand on travaille par exemple avec l'équivalent de Auchan Carrefour au Japon, par exemple, au Japon, nous, on ne paye pas on appelle ça de listing fee, hein. On ne paye pas pour avoir le droit de vendre dans le magasin. C'est vraiment parce que nos produits, hein, c'est la force de nos produits. On apporte des produits qui sont uniques, qui sont spécifiques, que nos concurrents japonais ne font pas. On développe derrière, alors on va développer des animations, des dégustations, des événements. Et ça, on fait petit à petit, hein, on accompagne son business au fur et à mesure qu'il grandit. On peut investir un peu plus, hein. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un marché qui peut être, ça dépend des catégories, de la concurrence, etc. Mais si vous êtes profitable, ça ne vous empêche pas aussi d'allouer un budget marketing dès le départ dans votre prix ex-works, de dire voilà, on va donner, on va faire un budget partagé avec l'importateur, on va dire on va faire 1 euro, je ne sais pas, par produit, par caisse, etc. etc. On prend en charge 1 euro, l'importateur prendra en charge 1 euro, on alloue ce budget à des actions communes, et effectivement, il y a plein de choses qui peuvent être faites aujourd'hui à peu de frais, en l'occurrence, notamment sur tout ce qui est communication. Ne bradez pas vos produits, vendez-les bien. Vendez-les cher. Parce que le Japon, c'est un marché de qualité, c'est un marché où les gens sont prêts à payer, hein, s'il y a vraiment un bénéfice. Et donc, on
on a vu des clients qui venaient nous voir qui disaient voilà, si vous baissez le prix de temps, on va vous multiplier les volumes par temps. Et on dit non. D'abord, vous allez les vendre où, ces volumes-là? Vous n'êtes pas capable de les vendre aujourd'hui, hein, dans le fromage, etc. Mais alors ça dépend des catégories, mais je pense que, à part peut-être le vin, mais je pense que les autres catégories, on est plus dans des produits gourmets, premium, haut de gamme, etc. Donc c'est plus une distribution de qualité. Donc on vend cher. Et comme disait Vincent, prévoir dans son prix de vente, je sais pas moi, 1 euro qui sera destiné à supporter le développement des produits. Merci. On va prendre une dernière question, mais qui en fait concerne plutôt, je pense, qu'on développera plus demain, puisque le séminaire de demain et le webinaire de demain est dédié au bio. Mais il y a Madame Marie-Pierre Poignet qui demande si le label bio pour les vins est reconnu au Japon. Alors, oui. Oui, en fait, le bio, là, ce que je disais tout à l'heure, qui représente un peu plus de 10% des ventes de la catégorie vin, aujourd'hui, c'est sans la certification japonaise, en fait. Donc, il y a une reconnaissance de plus en plus forte, effectivement, des certifications européennes. Après, c'est intéressant, c'est qu'il y a tout un travail aussi fait par pas mal d'importateurs sur l'identification des produits comme bio, notamment avec, alors là, c'est pas très écologique en l'occurrence, mais en rajoutant justement des collerets, des choses comme ça qui sont assez identifiées avec le bio. Il y a tout un travail justement sur les emballages aussi, pour différencier les produits dans le rayon. Ce qui est intéressant, c'est que le bio maintenant a pris tellement d'importance, y compris dans le supermarché, qu'en fait, il y a un rayon dédié bio. Et que du coup, c'est encore plus facile pour les consommateurs d'identifier que ce sont des produits bio quand ils sont réunis en fait dans le même segment dans le rayon. Voilà. Soti, je vais répondre à une autre question que j'ai vu passer là parce que ça me paraît intéressant. Si c'est des produits alimentaires, hein, quel est l'investissement le plus efficace? Dégustation, 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 dégustation. Aujourd'hui, avec le Covid, on ne peut pas en faire dans les magasins, mais le Covid va s'arrêter. Mais c'est faire connaître son produit, le faire goûter, le faire goûter, le faire goûter. Très bien, bien merci. On vous propose, pour rester un peu dans le timing, de passer à la seconde partie. Merci beaucoup Vincent, merci Philippe. Merci à vous. On va passer maintenant la parole à la coopérative fromagère Jeune Montagne, qui est partie avec nous, donc la mission Occitanie-Japon en 2019. Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Donc, à Jeune Montagne, on a participé à la mission Occitanie-Japon de septembre 2019. Comment on en est arrivé là? Eh bien, c'est parce que à Jeune Montagne, donc, on a eu, dans le courant des années 2010, une réflexion pour se lancer à l'export et diversifier un peu nos réseaux de distribution. Et c'est vrai que autant sur le marché français, on est bien présent, autant à l'international, on n'avait pas de visibilité sur notre présence. Et pourtant, depuis de nombreuses années, on recevait sur l'Aubrac et en Carladès, pour nos deux coopératives fromagères du nord de la région Occitanie, des crémiers fromagers japonais, des restaurateurs qui s'intéressaient à nos produits. Et on les revoyait également sur les salons. Et d'autre part, on a été aussi sensibilisés à la fin des années 2010 aussi sur l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon, qui offre des garanties de protection pour les fromages AOP comme le nôtre, le Laguiole AOP, et également sur des perspectives d'abaissement des droits de douane qui, en effet, peuvent ouvrir des opportunités à long terme sur le développement du marché des fromages au Japon. Et c'est vrai que pour nous, l'export, c'est quelque chose de nouveau, et c'est pour ça qu'on a eu vraiment le soutien d'Adoc, de Sotisam et de l'équipe de Chantal Passin et de Laurence Gravé, qui nous a accompagnés pour déjà bien déterminer notre stratégie à l'export. Quelle était justement notre capacité pour l'export, voir également quels produits étaient les plus pertinents pour ce marché. Nous, on propose à la fois des fromages au lait cru entier, des plats préparés comme l'aligot, la truffade, voir justement
quel format, quel type de produits étaient les plus pertinents. Et avec cette cible du Japon, du fait de nos affinités historiques, on a travaillé avec ADOC et la Chambre de commerce de France au Japon ainsi que Business France sur un programme de rendez-vous au Japon qui allait nous permettre justement de pouvoir avoir une vision un peu large des circuits de distribution, à la fois des distributeurs spécialisés, crémiers fromagers, grandes surfaces, restauration, et aussi de pouvoir voir sur place finalement comment étaient distribués les produits, que ce soit à travers les points de vente et aussi bien sûr tout ce qui est un peu la valorisation de la gastronomie française et des fromages au Japon. Et c'est vrai que vraiment, là, je tiens vraiment à partager avec vous, entreprise de l'Occitanie, à quel point vraiment pour nous, ça a été une mission de prospection de grande qualité, parce qu'on a eu cet accompagnement qui nous a facilité vraiment ce travail de préparation, de pouvoir aussi compter sur la région, sur tous les aspects logistiques, le choix de ne serait-ce que de la localisation dans Tokyo, l'accompagnement tout au long de la mission, que ce soit à travers des aspects de découverte du marché, avec un séminaire d'accueil à l'ambassade, avec notamment Pascal Gondran, Nicolas Baumardel, les directeurs de Business France et de la CCI France-Japon. On a aussi fait une découverte des points de vente en voyant justement cette vision très complexe, comme l'ont montré Philippe et Vincent, des réseaux de distribution, cette diversité qu'il peut y avoir pour justement toucher le consommateur. Et c'est vrai que également, donc, on a eu un programme de rendez-vous qui a été sur 2 jours, à la fois très dense et pertinent, vraiment des rendez-vous de qualité qui avaient été vraiment bien préparés par les partenaires, que ce soit par ADOC, par la CCI de la France au Japon, pour justement vraiment avoir des entreprises qui étaient déjà informées, qui nous connaissaient, qui avaient lu un profil de Jeanne Montagne en Japon, mais où aussi on les avait questionnés sur leur intention, sur leur intérêt envers nos produits, sur leurs besoins. Et c'est vrai que lors des rendez-vous, on a pu avoir vraiment des échanges très intéressants pour justement définir est-ce que notre offre leur convenait, quels étaient les produits qu'il fallait développer peut-être spécifiquement pour répondre à leurs besoins. On a vu en effet dans la présentation de Philippe et Vincent l'importance que les Japonais prêtent à la fois à l'emballage, au packaging, à des quantités plus réduites, et aussi également sur l'aspect histoire et d'authenticité. Et c'est vrai qu'on a été agréablement surpris lors des rendez-vous de voir que dans n'importe quel réseau de distribution, qu'on s'adresse à un réseau de crémiers fromagers spécialisés ou à des grandes moyennes surfaces ou à la restauration, on a affaire à des experts, on a affaire à des passionnés, des gens qui connaissent la France, les fromages français, et qui très souvent ont leur diplôme de la confrérie des maîtres fromagers. On voit vraiment qu'il y a une expertise, et parfois même, quand bien même on avait une interprète, la conversation avec nos prospects se passait en français, car c'était pour certains des francophones, ou dans leur équipe, il y avait des personnes qui parlaient français. Vraiment, il faut arriver là-bas avec une histoire aussi à raconter. Il y a les produits, mais c'est tout à fait vrai, cet aspect sur l'histoire, la tradition. Et c'est vrai que d'autre part, au-delà de la qualité des rendez-vous, il y a aussi la dynamique collective en s'inscrivant dans la mission Occitanie-Japon. C'est-à-dire qu'on a vraiment senti que lors de cette semaine-là au Japon, c'était d'ailleurs le moment de la Coupe du Monde de rugby à cette période-là, il y avait vraiment une mise en avant de l'Occitanie. La région avait organisé en particulier une soirée de l'Occitanie au Japon, où étaient présentées les différentes spécialités gastronomiques, avec des invités, que ce soit entreprises japonaises, des gens, des influenceurs, des gens de réseau de la restauration également au Japon. Et c'est vrai que ça a permis, à ce niveau-là,
également d'avancer en collectif et de trouver aussi ce partage d'expérience dont on a besoin quand on démarre à l'export. Et c'est vrai que lors de la mission, on a eu la chance de pouvoir échanger avec d'autres entreprises d'Occitanie, qui étaient des entreprises des domaines des vins sans alcool notamment, ou des nouvelles technologies, et qui ont pu également faire ce retour d'expérience et ces conseils qu'on n'aurait pas eu si on était parti à l'inconnu. Et c'est vrai que cet aspect d'être vraiment guidé en amont sur la découverte du marché et par la suite sur l'identification des cibles et la communication également, c'est vraiment un point fort et je pense qu'on a vraiment au niveau de l'Occitanie vraiment des avenues à développer sur l'association de nos spécialités, que ce soit vin et fromage bien sûr, mais aussi avec les salaisons, avec les légumes. Il y a plein de choses, je pense, à faire avancer au Japon pour faire avancer cette identité Occitanie. Et de notre côté, au niveau des enseignements qu'on a eus de cette mission Occitanie-Japon, eh bien, ça nous a permis en particulier d'identifier des réseaux de distribution qui étaient pour nous un peu obscurs, un peu mystérieux. C'est-à-dire qu'on savait que nos produits étaient parfois distribués au Japon, ils étaient chez certains crémiers fromagers, dans certains restaurants, mais on ne comprenait pas très bien comment c'était possible, quand bien même nous, on n'avait pas eu de certificat à faire, ou pas eu de sollicitation particulière de la part de ces distributeurs japonais. Et ces rendez-vous qui ont été organisés avec ADOC et la région Occitanie, ça nous a permis de comprendre pour chaque réseau de distribution quelle était la logistique et en particulier d'identifier l'importance de Rungis dans cette logistique, en tout cas pour nous, fabricants de fromages de spécialité, qui a un rôle déterminant pour les produits frais. Et chaque distributeur que l'on a rencontré au Japon, donc sur les 6 entreprises qu'on a rencontrées, chacune avait un exportateur à Rungis différent, qui était en charge de l'exportation par avion et de la massification de fromage ou de spécialités françaises, avec une logistique en frais qui est très intéressante parce qu'en plus, une régularité également des expéditions au Japon qui varie en fonction des grossistes d'une fois par mois à parfois une fois par semaine en fonction des périodes de l'année. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ce qui nous semblait compliqué ou risqué pour nous en travaillant sur des produits frais, qui aurait été une exportation traditionnelle par le bateau, devenait tout de suite beaucoup plus envisageable et pratique avec cette logistique qui existe déjà par la livraison par avion à destination du Japon. Et d'autre part, un enseignement important aussi qu'on a eu lors de nos rendez-vous, c'est l'importance de bien différencier les produits distributeur par distributeur. C'est-à-dire que si, en tant qu'entreprise, on s'oriente vers plusieurs distributeurs au Japon, c'est vraiment important d'avoir plusieurs produits, plusieurs spécificités à pouvoir leur présenter. L'objectif, bien sûr, du fait des différences entre chaque distributeur, c'est de ne pas mettre en concurrence le même produit chez deux distributeurs qui seraient en concurrence, et au contraire, de bien différencier parce que du fait de la logistique particulière pour chaque distributeur, on a forcément des prix qui arriveraient différents pour le consommateur japonais. Donc c'est vrai que c'est aussi un aspect important qu'on a pu découvrir et qui nous permet aussi d'avancer actuellement au niveau de la recherche et développement pour adapter nos produits aux besoins des Japonais. Et c'est vrai que comme vous pouvez le voir également dans les images qui sont ici présentées, c'est vrai qu'il y a un potentiel qui est fort parce que la langue française, la culture française, la gastronomie est vraiment très présente. Et c'est vrai qu'autant sur d'autres pays, on a une exigence d'avoir un produit avec un packaging dans la langue intégralement du pays, autant au Japon, c'est au contraire un atout d'avoir le produit en français dans son packaging pour ce côté authenticité et parce qu'on s'adresse aussi
à vraiment des gens qui sont souvent passionnés et amoureux de la culture française. Et c'est vrai que même j'ai été très marqué à Tokyo par la présence voilà, d'entreprises françaises ou de franchises qui vraiment mettent en avant la gastronomie française dans le quotidien japonais. Et grâce également à la mission Occitanie-Japon, non seulement ces entreprises japonaises qu'on a rencontrées, certaines d'entre elles ont pu ensuite passer commande, mais également d'autres entreprises qu'on n'a pas rencontrées ont été aussi sensibilisées sur nos produits. Et c'est vrai que ça a permis également par la suite d'avoir des entreprises qui nous ont contactés spontanément parce qu'elles ont entendu du fait des réseaux entre les différentes entreprises que Jeune Montagne s'intéressait au Japon et elles voulaient voir voilà, qu'est-ce qu'on était en mesure de faire pour elles. Donc ça a été vraiment une expérience très positive et pour nous quelque chose qui, à la fois sur le plan commercial mais aussi sur le plan de développement à long terme, ça je suis tout à fait d'accord avec Philippe Thiroir, c'est vrai que c'est vraiment le Japon, on le voit, un projet sur le très long terme et on a eu des indications qui vont nous permettre justement d'adapter notre plan de développement et notre gamme pour ce marché-là qui a vraiment exprimé un intérêt pour nos produits. Et enfin, pour terminer, je veux pas être trop long, c'est aussi pour nous quelque chose qui est important, le lien avec les institutionnels japonais également dans d'autres domaines. C'est vrai que cet engagement sur le Japon, ça s'est aussi transcrit pour nous sur l'aspect reconnaissance de l'AOP Layol par le gouvernement japonais dans le cadre de l'accord de partenariat économique. On a exprimé à travers le CNAO, le Conseil des appellations d'origine laitière, notre souhait que notre appellation d'origine soit protégée. Et là, au début de l'année 2021, donc, ça a été reconnu par le gouvernement japonais et l'Union européenne comme une des AOP protégées au Japon. Donc ça, c'est toujours quelque chose aussi, un atout fort pour assurer qu'il n'y ait pas de contrefaçon et que le produit soit vraiment dans de bonnes conditions de développement pour l'avenir. Et enfin, sur l'aspect un peu également régional, sur l'aspect de développement sur, en effet, d'autres régions au Japon que Tokyo, on a également noué des liens avec le département du Hyōgo au Japon, qui est le département de la ville de Kobe, et qui est jumelé avec le département de l'Aveyron. Et on a reçu à Jeune Montagne, à l'automne dernier, le bureau européen du département du Hyōgo. Et c'est vrai que ce sont des gens qui recherchent vraiment ce lien à la fois économique, mais aussi et surtout culturel avec nos territoires. Et c'est vrai que ça devrait nous permettre également d'ouvrir des perspectives de développement au-delà de Tokyo, mais également donc dans la région qui se rapproche du Kansai. Et c'est vrai que pour nous, on souhaite continuer également avec la région Occitanie sur la prospection au Japon. On a rencontré certains distributeurs, mais il y a encore beaucoup à faire pour continuer à mieux comprendre le marché japonais. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ce beau témoignage. Nous allons justement enchaîner s'il n'y en a pas d'autres questions. Je n'en ai pas vu arriver pour le moment. Sur notre plan d'action Japon, que nous allons vous présenter avec ma collègue Catherine Machabert. Donc notre plan d'action agro vin Japon 2021 pour ADOC, comme vous le voyez là sur cette frise, suite au webinaire que nous avons fait en janvier et ceux qui vont se suivre cette semaine, nous nous projetons donc sur une mission Japon justement de prospection en novembre, du 15 au 17 novembre, que nous misons en présentiel. Je pense que nos intervenants l'ont assez dit et redit, il faut se rendre au Japon pour concrétiser. Et donc le digital est un aspect, mais l'aspect présentiel qui va revenir, on espère, à la normale d'ici là, est essentiel, avec tout le programme que Jean-Baptiste vous a développé. Donc une phase préparatoire en amont pour bien tester le marché, et ensuite une présentation vraiment des circuits sur place avec visite de points de vente, et un programme à la carte vraiment sur mesure que nous construirons avec vous,
avec vos acheteurs, vos importateurs, vos prospects ciblés. Et donc, qu'on travaillera ensemble entre voilà, début mai jusqu'à novembre. Par ailleurs, on fera aussi, normalement, on organisera également un instant institutionnel, notamment pour tous les produits sensibles avec les conseillers agricoles, qui interviendront également cette semaine. Par ailleurs, nous travaillons aussi, et c'est dans la continuité de la semaine du e-commerce que nous avons fait, le webinaire e-commerce Japon du mois de janvier. Nous allons lancer donc une mission de référencement au niveau du e-commerce auprès des 2 grandes plateformes qui sont Rakuten et Amazon Japan. Nous maintenons tous les éléments. Ce sera donc une opération agro et vin conjointe pour vous présenter tous ces éléments-là. Nous sommes en train de travailler sur la plaquette avec Catherine. Et il y a donc une demande sur toutes les filières agroalimentaires que nous connaissons, le vin, les huiles, donc le fromage, la charcuterie, même si ça demande des certificats sanitaires particuliers, on pourra regarder ça de près, et également les biscuits, les chocolats. Il y aura une phase donc préparatoire également, et suite à cela, si vous êtes prêts à partir, donc il y aura des rendez-vous digitaux qui seront organisés avec les acheteurs de Rakuten ou d'Amazon. Ce sera donc pour un circuit B2C, ça on le précise, donc envoi soit de vos entrepôts en Occitanie directement vers le consommateur japonais. La mise en relation commerciale sera faite par les plateformes, et ça sera à vous de gérer ce flux logistique. Et une seconde solution sera proposée d'accompagnement, mais ce sera la solution d'Amazon via leur plateforme et leur circuit de distribution logistique au Japon. Et nous prévoyons également en septembre, les négociations sont en cours et en discussion, puisqu'il y a eu un changement de direction au niveau de Bio C'est Bon Japon, pour également lancer une opération de référencement et une rencontre avec les acheteurs de Bio C'est Bon au Japon pour les producteurs donc de vin et de produits agroalimentaires bio. Nous la prévoyons normalement pour septembre, et ça reste encore à confirmer. Voilà, j'ai fini pour la partie agroalimentaire. Je laisse la parole à Catherine. Si Catherine, tu veux compléter par rapport au programme 20. Oui, juste pour la partie 20, donc en complément, comme vous l'avez vu, on essaye de proposer des actions qui sont en cohérence avec l'actualité du marché japonais. Donc effectivement, une action e-commerce, référencement Rakuten Amazon, et une action bio pour les vins bio. Donc ce sont 2 tendances, même si c'est totalement différent entre les circuits de distribution et la tendance produit bio. Donc, ce sont 2 actions que l'on veut mener à la fois en présentant des produits agro et vin pour montrer justement la force de l'Occitanie. Et un des intervenants, Philippe, je crois, l'a largement souligné, c'est aussi ces mariages et cette présentation en venant grouper sur ces produits vins et agro que nous pourrons aussi, et que vous pourrez surtout séduire les acheteurs, que ce soit sur la plateforme ou l'acheteur Bio C'est Bon. Pour ce qui concerne l'accompagnement collectif, là dans le cadre d'une mission, alors nous, au niveau du vin, nous avons une mission qui est en partenariat avec les Team France Export et Business France sur l'Asie du Nord-Est, Taïwan, Corée et Japon, donc c'est pas spécifique Japon. C'est une mission que nous avons reconduite aussi cette année, puisque nous l'avions montée au mois de novembre de l'année dernière, mais nous n'avons pas pu nous déplacer. Elle avait été transformée en digital. Cette mission-là sera donc aussi transformée en digital si malheureusement nous ne pouvions nous déplacer. C'est donc un programme de dégustation dans le cadre du Testing France. Et puis, il y a toujours un programme Plus Occitanie, qui met en relation avec des acheteurs des occasions de mise en relation supplémentaires, mais dans un tour itinérant sur une semaine. Donc voilà. Par contre, effectivement, cette mission est très
est d'ores et déjà complète et elle a été très, comment dire, elle a intéressé beaucoup d'entreprises viticoles. On fait face à beaucoup de reports dans un milieu très concurrentiel qui est le vin, avec un nombre d'entreprises qui veulent attaquer ce marché ou poursuivre sur ce marché très important. Et l'année 2020 a effectivement fait que nous avons beaucoup de reports d'inscription sur cette opération. Voilà. Voilà, et merci Catherine. Juste pour compléter et terminer sur ce que nous pouvons vous apporter, dans le cadre de cette semaine que nous organisons, Occitanie-Japon, comme vous l'avez vu, nous proposons aux entreprises agroalimentaires qui le souhaitent un petit entretien assez court de 20-30 minutes avec Vincent, en fait, qui va pouvoir évaluer votre potentiel marché pour le Japon. Ce sera un petit test marché très bref, donc de 20 minutes, comme je l'ai dit. Et il est limité à 10 entreprises. Il reste, je pense, encore 2-3 places. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement spécifique. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Et donc, il nous reste donc à vous inviter au webinaire de demain, qui sera sur le bio au Japon, donc demain à 10 h. Et je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie également tous les intervenants. Philippe Tiroir, je vois qu'il a dû nous quitter. Vincent Nicole pour la présentation très, très complète. Et Jean-Baptiste également pour également ce panorama absolument exhaustif de l'accompagnement et de ce que peut être une mission collective Occitanie au Japon. Et merci Catherine et merci Chantal. Et à très bientôt pour le webinaire de demain. Merci à tous. Merci.